Selon une ancienne légende hawaïenne, la naissance d'un grand chef destiné à unir les îles serait annoncée par un signe céleste. En l'an 1758, la comète de Halley a traversé le ciel nocturne au-dessus d'Hawaï, un présage éclatant observé par de nombreux témoins. C'est à cette époque qu'un enfant naquit, appelé Kamehameha, qui allait devenir le plus grand chef que les îles hawaïennes aient jamais connu. Cet enfant de la prophétie fut caché au plus profond des montagnes, vivant en retrait pendant les 5 premières années de sa vie, protégé de ceux qui craignaient la légende. Lorsqu'il fut enfin ramené à la société, on lui donna le nom de Kamehameha, ce qui signifie Setrotra Nka, pas le solitaire. Il fut élevé à la cour royale de son oncle Kaliniopu, le souverain suprême de l'île d'Hawaï. Le grand prêtre du royaume reconnut quelque chose d'extraordinaire chez le jeune garçon, un mana immense et puissant. C'était l'énergie spirituelle que les Hawaïens croyaient circuler à travers tous les êtres vivants. Le mana n'est pas simplement une source de pouvoir, mais une force sacrée à cultiver, à incarner et à diriger avec intention. Au fil des années, Kamehameha est devenu un guerrier redoutable, certains récits affirmant qu'il atteignait la taille impressionnante de 2,13 m. Un autre signe légendaire a confirmé son destin, le soulèvement de la pierre Noa, pesant entre 2,5 et 3,5 tonnes. On croyait que la pierre était immuable, sauf pour celui qui était destiné à unifier les îles. À l'âge de 14 ans, après de nombreuses tentatives infructueuses, Kamehameha a réussi à déplacer la pierre, un exploit qui a résonné à travers le pays comme une puissante confirmation de son destin. À chaque prophétie, chaque présage, chaque exploit remarquable, il devenait évident que Kamehameha était l'élu, l'homme destiné à unir toutes les îles hawaïennes sous une seule autorité. Tout a changé de façon spectaculaire lorsque, en 1778, le capitaine James Cook, officier de la Royal Navy britannique et célèbre explorateur, est devenu le premier étranger à poser le pied sur le sol hawaïen. À son arrivée, les Hawaïens natifs se sont prosternés devant lui, traitant Cook non pas comme un simple homme, mais comme une divinité ou un roi. Avec le temps, les chercheurs ont confirmé ce que beaucoup soupçonnaient. Les Hawaïens croyaient que Cook était Lono, le dieu polynésien de la fertilité, de l'agriculture, de la pluie, de l'art, de la musique et de la paix. Kaliniopu, le monarque régnant de l'île d'Hawaï, a accueilli Cook avec une grande révérence. Le roi l'a accueilli lors de cérémonies sacrées et l'a honoré par un échange de cadeaux et de noms, un geste d'une profonde signification culturelle et spirituelle. En signe d'estime, il offrit à Cook un magnifique manteau de plumes, un trésor réservé uniquement au plus haut rang de la société hawaïenne. Après un mois passé sur l'île, Cook reprit son expédition dans le Pacifique Nord. Cependant, son voyage fut rapidement interrompu par une violente tempête qui endommagea son navire, le forçant à retourner à Hawaï pour des réparations urgentes. À son retour, les relations auparavant chaleureuses entre les Hawaïens et l'équipage commencèrent à se détériorer. Les tensions montèrent, les malentendus s'accrurent et les petits vols devinrent fréquents. Le 13 février de l'année 1779, un groupe d'Hawaïens vola l'une des chaloupes de Cook, une petite embarcation utilisée pour le transport. Cook prit alors une décision aux lourdes conséquences. Il tenta d'enlever le roi Kaliniopu afin de le rançonner contre le retour de l'embarcation volée. Accompagné d'un petit groupe de ses hommes, Cook entra dans le village pour capturer le roi. Cependant, leur présence provoqua l'alarme. Une foule de guerriers hawaïens, comprenant peut-être un jeune Kamehameha, s'assembla pour affronter les intrus. Armés de pierres, de massues et de poignards, ils défièrent les étrangers. Cook tira un coup de semonce, puis tua l'un des Hawaïens en lui tirant dessus. L'escarmouche s'intensifia vite, d'autres tirs éclatèrent, et bien que les Britanniques tentèrent de regagner leur bateau, ils furent submergés.
Dans le chaos, le capitaine Cook et 4 de ses hommes furent tués et laissés sur le rivage. 17 Hawaïens ont également perdu la vie lors de l'affrontement. Parmi ceux qui observaient dans le conflit se trouvait Kamehameha. Il remarqua avec un vif intérêt la puissance dévastatrice des armes des étrangers et à quel point elles pouvaient facilement abattre même le guerrier le plus respecté. Ce moment laissa une impression durable sur le futur roi, qui utiliserait un jour ce savoir pour bouleverser le destin des îles hawaïennes. En l'an 1782, à la suite de la mort de Kaliniopu, son fils Kivalao monta sur le trône en tant que souverain de l'île d'Hawaï. Au même moment, Kamehameha se vit confier un rôle religieux prestigieux en tant que gardien de Ku, le dieu hawaïen de la guerre, un puissant symbole de faveur divine et de force martiale. Bien qu'ils soient un cousin par le sang, la relation entre Kivalao et Kamehameha se détériora rapidement. Les tensions montèrent lorsque Kamehameha, au lieu de s'en remettre au nouveau roi, fit lui-même une offrande sacrée aux dieux, un geste perçu comme un défi direct à l'autorité royale. Peu après, 5 chefs guerriers influents prêtèrent allégeance non pas au roi, mais à Kamehameha, consolidant ainsi son influence grandissante. Le conflit s'est intensifié lorsque le demi-frère de Kivalao, Keawa, n'ayant reçu ni terre ni héritage de leur défunt père, entra dans une colère furieuse. Dans un acte de profonde insulte et de défi, il abattit des cocotiers sacrés appartenant à Kamehameha et tua plusieurs de ses guerriers. Leurs corps furent offerts en sacrifice à Kivalao, qui les accepta, un acte que Kamehameha considéra comme une offense impardonnable à son honneur. Ces provocations culminèrent dans la bataille de Mokuai, un conflit brutal et décisif. Au plus fort de la bataille, Kivalao fut frappé par une pierre de fronde saisissant l'instant. L'un des chefs blessés de Kamehameha trancha la gorge du roi avec une dague taillée dans des dents de requin. Kamehameha s'empara du manteau royal en plume du roi déchu, un puissant emblème de souveraineté, affirmant ainsi sa légitimité en tant que souverain d'Hawaï. Après la bataille, Kamehameha prit le contrôle des régions nord et ouest de l'île. Cependant, le frère du roi, Keawawa, survécut à la bataille et continua de résister. Pendant 8 longues années, les deux chefs menèrent une guerre acharnée, sans qu'aucun ne puisse obtenir une victoire décisive. Pourtant, la faveur des dieux semblait pencher du côté de Kamehameha. En l'an 1790, Keawawa et ses guerriers furent surpris par l'éruption soudaine du volcan Keleawa, où la lave en fusion emporta les 2/3 de son armée. Malgré cette perte dévastatrice, il resta en liberté et reconstitua progressivement ses hommes forcés. L'arrivée du capitaine Cook avait placé Hawaï fermement sur la carte du monde, attirant des commerçants et des explorateurs venus de contrées lointaines. Parmi eux se trouvaient Simon Metcalfe et son fils Thomas, chacun commandant son propre navire. Le navire de Simon, l'Eleonora, fut le premier à arriver durant l'hiver 1789 ou 1790, jetant l'ancre au large de Kohala. Là, il fut accueilli par le grand chef, Kameyamoku, et le commerce commença. Cependant, les tensions ne tardèrent pas à éclater. Bien que les détails aient été perdus dans l'histoire, Simon fit fouetter le chef, un acte d'humiliation et de torture qui sema les graines de la vengeance. Simon se rendit ensuite à Maui en bateau, poursuivant son commerce. Peu de temps après, une petite embarcation et un marin nommé John Young de l'Eleanora disparurent sur la côte de Maui. Soupçonnant un vol, Simon réagit avec une force impitoyable. Il navigua jusqu'au village d'Oluwalu et, sous prétexte de commerce pacifique, attira les villageois à bord de son navire. Alors que leur pirogue entourait un tas le navire, il donna l'ordre de tirer. Une dévastatrice bordée fut déclenchée à bout portant, déchirant les pirogues et tuant environ une centaine d'hommes, de femmes et d'enfants hawaïens dans ce qui devint connu sous le nom de massacre d'Oluwalu. Ignorant de cette tragédie en cours, Thomas Metcalfe, le fils de Simon, arriva dans la baie de Kauai.
Sans le savoir, il avait navigué directement vers le danger. Quelques jours plus tôt, son père avait fait fouetter le chef de l'île, Kame-Yamoku, qui avait juré de se venger sur le prochain navire étranger croisant sa route. Ce navire était maintenant le Fair American. Le 16 mars de l'année 1790, avec seulement 4 membres d'équipage et un jeune capitaine inexpérimenté, le navire fut facilement maîtrisé. Thomas et son équipage furent tués, et un seul homme, Isaac Davis, fut épargné, bien qu'il fût grièvement blessé. Le chef s'empara du navire, de son armement, de ses munitions, de ses provisions et de Davis. Finalement, le navire capturé, avec ses armes puissantes et Isaac Davis, le survivant, furent présentés au roi Kamehameha. John Young, qui avait disparu du navire de Simon Metcalfe, et Isaac Davis se révélèrent inestimables pour Kamehameha. Ces 2 étrangers, épargnés lors des conflits précédents, devinrent des conseillers et instructeurs de confiance. Ils enseignèrent à Kamehameha et à ses guerriers l'art d'utiliser les mousquets et les canons, des compétences qui allaient changer à jamais l'art de la guerre à Hawaï. En l'an 1791, la rivalité de longue date entre Kamehameha et Keawa atteignit son point culminant, décisif et fatal. Lors de leur dernière rencontre décisive, les forces de Kamehameha, désormais équipées d'une puissance de feu supérieure, submergèrent rapidement l'armée de Keawa. Le chef vaincu fut capturé et, conformément à la coutume ancestrale, son corps fut offert en sacrifice aux dieux. Selon certains récits, conscient de son sort imminent, Keawa se serait peut-être mutilé dans l'espoir de se disqualifier comme victime sacrificielle appropriée. Pourtant, cela ne servit à rien. Il fut finalement abattu par des tirs de mousquet, consacrant Kamehameha comme le souverain incontesté de l'île d'Hawaï. Un élément clé dans l'ascension continue de Kamehameha fut le soutien crucial du grand chef Kayana et du capitaine William Brown de l'escadron Butterworth. Grâce à cette alliance, Kamehameha eut accès à un approvisionnement régulier en poudre à canon venant de Chine, ainsi qu'à la formule pour la fabriquer lui-même. Cet avantage assura sa domination militaire et posa les bases de ses ambitions plus larges: unir toutes les îles hawaïennes sous une seule autorité. Alors que Kamehameha luttait pour unifier son île natale, une autre figure puissante était apparue, le roi Kakekili, le redoutable souverain de Maui. Kakekili avait déjà conquis l'île d'Oahu et était un guerrier renommé et redouté. La moitié de son corps était tatouée de la tête aux pieds, un hommage saisissant à son homonyme, le dieu polynésien du tonnerre. Brutal dans ses méthodes et inflexible dans sa puissance, Kakekili était une force avec laquelle il fallait compter, pourtant le rêve de Kamehameha d'unir les îles demeurait inébranlable. Avec des milliers de guerriers sous ses ordres et désormais des armes supérieures, Kamehameha lança sa campagne contre Maui. Là, il fit face à l'armée du fils de Kakekili. Malgré l'avantage des mousquets et des tireurs entraînés, la bataille fut âprement disputée. 2 jours durant, le combat fit rage sans vainqueur clair. Mais le 3e jour, la situation a changé. 2 canons habilement manœuvrés par John Young et Isaac Davis infligèrent des coups dévastateurs aux rangs ennemis. Leur précision et leur puissance de feu ont brisé l'opposition, accordant à Kamehameha une victoire décisive et écrasante. Le roi Kakekili, désormais profondément alarmé par la montée en puissance de Kamehameha, commença à se préparer à une confrontation inévitable. Les 2 monarques commerçaient avec des marchands étrangers, accumulant des mousquets, des canons et de la poudre à canon en prévision d'une grande guerre. Mais le destin intervint. Avant que Kakekili ne puisse affronter Kamehameha sur le champ de bataille, il mourut. Son royaume fut laissé divisé entre ses 2 fils, Kalinikopule et Kaeokulani. Une guerre civile allait éclater. Kalinikopule finit par tuer son frère et s'empara du royaume de leur père.
mais le conflit l'a laissé affaibli et vulnérable. Saisissant sa chance, Kamehameha frappa. En l'an 1795, il lança l'une des expéditions militaires les plus ambitieuses de l'histoire hawaïenne, une armada de 960 pirogues de guerre transportant plus de 10 000 guerriers. Il s'empara rapidement de Maui après une victoire rapide et décisive lors de la bataille de Kauela. Avec l'élan de son côté, il tourna rapidement son attention vers Oahu. Une série d'escarmouches intenses s'ensuivirent, alors que les forces de Kamehameha repoussèrent l'armée de Kalanikupule à travers l'île. Finalement, les défenseurs furent forcés de battre en retraite, marquant une dernière résistance sur des falaises. Alors que Kamehameha avançait, ses troupes essuyèrent de violents tirs de canon. Cependant, ayant appris les tactiques de combat occidentales, dans une manœuvre audacieuse, il envoya 2 divisions d'élite de guerriers escalader les falaises Vtsat et falaises abruptes et prendre l'ennemi à revers. Ils surprirent les artilleurs par derrière, s'emparèrent des canons et brisèrent la ligne de défense. La bataille atteignit son point culminant brutal lorsque les forces de Kamehameha, armées à la fois de lances hawaïennes traditionnelles et d'armes à feu occidentales, encerclèrent contre l'ennemi. Le chaos et la terreur balayèrent les troupes de Kalanikupule. Piégés et submergés, plus de 400 d'entre eux furent précipités du haut de la falaise. Kalanikupule fut ensuite capturé et sacrifié, sa mort marquant la fin de la résistance d'Oahu. Le rêve de Kamehameha était en train de se réaliser. Les îles, autrefois divisées par des générations de rivalités et de guerres, passaient lentement sous la domination d'un seul roi. Il ne restait plus qu'une seule île hors de la portée de Kamehameha, Kauai, la dernière pièce du puzzle de l'unification. Pendant les 15 années suivantes, il s'efforcerait de la soumettre à son autorité. Sa première tentative se solda par un désastre lorsqu'une violente tempête balaya la mer, détruisant une grande partie de sa flotte. Non découragé, il commença à préparer une seconde campagne, mais avant qu'elle ne puisse être lancée, une épidémie mortelle de choléra ravagea cette terre, emportant la vie de nombreux guerriers. Kamehameha lui-même contracta la maladie, mais contre toute attente, il survécut. Puis, en l'an 1810, une résolution inattendue émergea. Kamawali'i, le roi de Kauai, reconnaissant l'immense pouvoir et l'influence que détenait désormais Kamehameha, choisit la diplomatie plutôt que l'effusion de sang. Il offrit son allégeance, se déclarant vassal de Kamehameha, dans l'intérêt d'une paix durable, et ainsi, la dernière conquête de Kamehameha ne fut pas remportée par la force, mais par la sagesse et la négociation. Avec la soumission pacifique de Kauai, la prophétie fut accomplie, les îles hawaïennes furent enfin unies sous un seul souverain. Kamehameha le Grand avait forgé un royaume par la guerre, la stratégie et la vision, laissant derrière lui un héritage qui façonnerait l'avenir d'Hawaï pour les générations à venir. Kamehameha n'était pas seulement un guerrier et un homme d'État redoutable, mais aussi un souverain profondément spirituel. L'explorateur britannique George Vancouver a noté que Kamehameha honorait fidèlement ses dieux et ses images sacrées en bois. Bien qu'il ait d'abord manifesté de l'intérêt pour l'introduction du christianisme à Hawaï, Kamehameha a finalement décliné l'offre de missionnaires venus de Grande-Bretagne. Il a dit à Vancouver que les dieux qu'il vénérait étaient en ses propres dieux, dotés de mana, le pouvoir spirituel divin grâce auquel il était devenu le chef suprême des îles. Touché par la dévotion inébranlable du roi, Vancouver choisit de ne pas poursuivre l'introduction du christianisme dans les îles durant son règne. En tant que souverain, Kamehameha a habilement mêlé la gouvernance traditionnelle hawaïenne à certaines influences européennes. Il a conservé les fondements du système de noblesse autochtone tout en intégrant certains aspects des structures militaires et politiques occidentales. Son règne fut marqué par la stabilité, une force diplomatique et un effort délibéré pour préserver la souveraineté d'Hawaï face à une présence étrangère croissante.
Selon les coutumes de son époque, Kamehameha avait de nombreuses épouses. Les estimations varient de 21 à 30. Les récits historiques indiquent aussi qu'il aurait eu environ 35 enfants. Kamehameha est décédé soit le 8 mai, soit le 14 mai de l'année 1819. Conformément à l'ancienne tradition hawaïenne, son corps a été caché par ses compagnons les plus fidèles. Le mana, la force vitale sacrée du grand chef, était censé rester dans sa forme physique, même après la mort. Pour protéger ce pouvoir divin, son lieu de repos final a été gardé secret. À ce jour, l'emplacement de la sépulture de Kamehameha, le grand demeure inconnu, enveloppé de mystère comme il sied à un roi dont la vie fut façonnée par la prophétie, le pouvoir et la légende. Je tiens à adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne et je vous apprécie tous énormément. Un remerciement tout particulier à John Seitz. J'espère que vous avez tous apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Profils historiques.